Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons continuer notre étude des coordonnées et notamment les données de Kruskal-Zekeres. Donc nous en étions arrivés à ds carré égale moins 1 moins rg sur r fois du dv plus plus r carré d oméga carré. Alors, avec le fait que cette métrique a le défaut de s'annuler dans le cas sur l'horizon du trou noir. Les surfaces dans l'espace-temps pour U et V constants sont bien définies physiquement. Mais le fait d'indicer ces différentes surfaces d'une manière ou d'une autre est totalement arbitraire. Choisir un autre paramétrage ne change pas ces surfaces et garde la physique semblable. Donc tout changement du type petit u égale une fonction de grand U et petit v égale une fonction de grand V convient. On peut chercher une solution, un changement qui élimine cette anomalie. Et ceci est suggéré par la relation exponentielle de U moins V sur 2RG qu'on calcule sans trop de difficulté comme étant exponentielle de R star, la coordonnée tortue, divisé par RG égale à R sur RG moins 1 fois exponentielle de R sur RG. Donc, ce terme est le terme gênant, et on voit qu'on peut l'obtenir sous forme d'une exponentielle, les exponentielles se comportant de manière un peu plus agréable, elles ne s'annulent pas. Donc, on peut utiliser comme paramétrage petit u égale moins exponentielle moins grand U sur 2RG qui est égal à moins R sur RG moins 1 exposant 1 demi fois exponentielle R sur RG fois exponentielle de moins CT sur 2RG. Et petit v égale exponentielle de V sur 2RG qui est égal à R sur RG moins 1 exposant 1 demi fois exponentielle de R sur 2RG fois exponentielle CT sur RG. Après quelques calculs, on trouve la métrique ds carré égale moins 4rg cube sur R fois exponentielle de moins R sur RG fois du dv, puis petit u, petit v, plus R carré d oméga carré. Où R est une fonction des coordonnées qui est définie par R sur RG moins 1 fois exponentielle R sur RG égale moins UV. Kruskal et Zekeres ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait une étape supplémentaire et ils ont défini des coordonnées comme U égale 1 demi U moins V avec les tilts égale R sur RG moins 1 exposant 1 demi fois exponentielle R sur 2RG
fois cosinus hyperbolique de CT sur 2RG. Et V égale 1 demi U plus V est égal à R sur RG moins 1 exposant 1 demi fois exponentielle R sur 2RG fois sinus hyperbolique de CT sur 2RG. Et donc, dV carré moins du carré est égal à du tilt fois dv tilt. On obtient ainsi facilement la métrique finale, ds carré, dite dans les coordonnées de Kruskal-Zekeres, égale 4 Rg cube sur R fois exponentielle de moins Rg sur R fois moins dv carré plus du carré plus R carré d oméga carré. La raison de passer à cette métrique-là, c'est qu'elle n'a plus de termes diagonaux. On a une métrique sous une forme plus habituelle et qui a les avantages de ne plus avoir de singularité et de ne pas s'annuler sur l'horizon. Donc l'objectif est atteint. On peut donc obtenir de telles coordonnées. On peut aussi tracer un diagramme de l'espace-temps en coordonnées UV. Dans ce cas-là, l'horizon est représenté par les lignes ici en pointillés, les diagonales. La limite, la singularité centrale, est obtenue comme deux hyperboles, R égale 0. Ici, c'est R égale RG. Et toute trajectoire est une ligne qui est toujours inclinée de plus de 45 degrés pour les lignes allant à des vitesses inférieures à la vitesse de la lumière, comme dans un diagramme de Minkowski. Et ceci est le diagramme de Kruskal-Zekeres. Alors il y a plusieurs zones dans ce diagramme, 1, 2, 3 et 4. La zone 1, c'est l'extérieur du trou noir. Et la zone 2, c'est l'intérieur du trou noir. Donc on peut se demander, mais alors, c'est quoi les régions 3 et 4? Eh bien en fait, c'est l'image de ces deux régions-là, mais avec uniquement des trajectoires sortantes. Notons que ces deux zones, alors, puisque c'est uniquement des trajectoires sortantes, on appelle ça un trou blanc. C'est l'inverse d'un trou noir, son image, où on ne peut traverser l'horizon que vers l'extérieur. Notons que les deux zones sont déconnectées. Toute trajectoire ayant un angle supérieur à 45 degrés, ou égal pour la lumière, aucune trajectoire ne peut pénétrer dans les zones 3 et 4. Donc ce sont deux zones totalement déconnectées, sans lien. Notons que ça peut être différent dans certains cas. Dans des cas de trous noirs possédant une charge électrique ou avec une rotation, on peut avoir parfois un lien entre ces zones. On ne doit pas considérer ça comme une prédiction de la relativité générale, parce qu'il est dû au choix des coordonnées. Ici, nous avons combiné des géodésiques entrantes et sortantes pour obtenir un nouveau système de coordonnées qui n'a pas de pathologie, ce qui est très bien, mais qui a le défaut de dédoubler l'espace-temps. Ça reste une solution possible. On appelle cette solution, cette géométrie, l'extension maximale de la variété de Schwarzschild. Donc c'est la variété la plus grande possible pour cette géométrie. Même si c'est déconnecté, on peut avoir une connexion dans certains cas, et donc
ce type de situation n'est pas avare d'études qui sont de la spéculation, parce que c'est à l'intérieur d'un trou noir, c'est difficile d'aller vérifier, et il y a pas mal de spéculations sur ce qui pourrait se passer dans ce passage, parfois appelé pont de Einstein-Rosen, et en s'imaginant d'autres univers ou des trous de verre permettant de joindre deux endroits de l'univers. Il y a trois raisons qui semblent indiquer qu'une telle solution maximale à trou blanc est impossible. Tout d'abord, si on considère la formation d'un trou noir. Celui-ci se forme par effondrement de matière. Et dans la boule de matière, si elle est uniforme, on a à l'intérieur non pas une géométrie de Schwarzschild, mais ce qu'on appelle une géométrie de Friedman, que nous verrons d'ailleurs. Et cette zone rétrécit, mais jamais elle ne tend vers une telle solution. Il y a toujours une zone de coupure avec une zone remplie de matière, qui se concentre sur l'horizon, sur la singularité centrale, et qui donne un espace d'un seul tenant. Comme ceci en fait. Et donc, cette solution maximale ne semble pas pouvoir apparaître à partir d'un effondrement gravitationnel. On peut aussi montrer que l'entropie d'un trou noir est très grande et l'entropie d'un trou blanc est très faible. Il a même une négantropie, une entropie négative. En fait, cela implique que les conditions pour lesquelles pourrait se former un trou blanc sont plus qu'exceptionnelles. Il faudrait presque positionner chaque atome exactement comme on veut pour arriver à former un trou blanc. Leur création semble plus qu'improbable. De plus, la possibilité d'un trou de verre conduit à des paradoxes. Si on a un trou noir relié à un trou blanc par un passage, hors de notre espace-temps normal, un trou de verre, et que l'on déplace le trou blanc, donc si celui-ci est en mouvement, on a un phénomène de dilatation du temps, dû à la relativité. Ce qui fait que le trou blanc vieillit moins que le trou noir. Il est plus jeune. Or, le passage à l'intérieur, lui, n'est pas affecté par cela. Et donc, le fait de passer par le tunnel permet de voyager dans le temps. Il permet de voyager dans le futur, mais aussi dans le passé. Et là, on tombe sur les paradoxes du type paradoxe du grand-père, où on tue son grand-père avant qu'il ait pu avoir des enfants, conduisant à des paradoxes temporels. L'existence de paradoxes, l'existence de contradictions, semble indiquer qu'une telle solution n'est pas possible. Excusez-moi, j'ai dit trois raisons, mais il y en a même une quatrième. C'est que les solutions avec trous de verre, en général, ne sont pas naturelles. On calcule que les trous de verre ont tendance à se refermer en un temps infime, une fraction de seconde. Et pour les maintenir ouverts, il faudrait une forme d'énergie qui est répulsive. Et à part l'énergie noire, dont on ignore d'ailleurs totalement la nature, nous ne connaissons pas d'énergie qui a ce caractère gravitationnellement répulsif. Et donc, il ne semble pas possible de maintenir un trou de verre ouvert. Et donc, ce genre de solution semble vraiment très science-fictionnesque. Alors, nous allons arrêter ici avec les trous noirs. Nous n'avons pas vu toute une série de choses, ce n'est qu'une introduction à la relativité générale, donc je ne vais pas nous mener trop loin, vous trouverez plein de littérature là-dessus. Nous n'avons pas vu le cas, justement, de l'effondrement gravitationnel, avec sa géométrie de Friedman à l'intérieur, de la boule de matière. Nous n'avons pas vu le cas des trous noirs en rotation, ou des trous noirs possédant une charge électrique. Tout ça n'est pas bien compliqué, mais c'est quand même plus chargé que ce que nous avons déjà vu. Donc ça me ferait beaucoup de vidéos. Donc on arrêtera ici, ce n'est qu'une introduction, qui est déjà costaude, hein, vous le remarquerez. Et je vous insiste à aller lire de la littérature là-dessus. Un autre point dont nous avions parlé, c'est tous les aspects contre-intuitifs
des trous noirs et de l'horizon des événements. Rappelez-vous, le voyageur qu'on essaye de rattraper, le voyageur qui envoie un rayon lumineux vers l'arrière, tous ces phénomènes très difficiles à comprendre. On peut, sur un tel diagramme, tracer les différentes trajectoires correspondant à ces différentes situations et voir que, mais dans cet espace-temps en particulier, en fait, c'est tout à fait naturel. C'est notre propension à penser à un univers euclidien, newtonien, voire de la relativité restreinte, qui fait qu'on a du mal à imaginer de telles situations assez paradoxales. Elles ne sont pas paradoxales, elles sont simplement contre-intuitives. Et donc je vous incite, comme exercice, à essayer de répéter ces situations, à décrire ces situations en traçant des trajectoires dans un tel diagramme. Ce n'est pas très difficile, c'est très instructif. Nous, maintenant, nous allons passer à toute autre chose. Dans la prochaine vidéo, nous allons quitter les trous noirs et nous allons aborder un domaine tout aussi passionnant qui est celui des ondes gravitationnelles. Je vous remercie.